Merci. Donc, bonjour à tout le monde. Déjà, je tiens donc à remercier Ingrid Leclerc de m'avoir donné donc cette opportunité, de m'avoir encouragé à réaliser ce beau projet. Donc, qui est l'effet de l'entraînement en endurance des muscles respiratoires sur la performance sportive des coureurs de fond amateurs. Alors, cette idée, elle m'est venue d'une constatation assez simple, c'est que beaucoup de personnes pensent à entraîner sur le côté leur système musculo-squelettique ou encore leur système cardiovasculaire, mais très peu entraînent de manière isolée leur système respiratoire. Et j'en avais parlé avec un kiné qui, pour lui, jugeait cela peu pertinent, puisque le système respiratoire avait quand même une grande capacité. Et il est vrai qu'avant, en tout cas, on disait que ce n'était pas un facteur limitant l'effort, puisque la ventilation à une charge maximale n'atteignait jamais la ventilation maximale volontaire. Sauf que cette dernière, elle est calculée sur 10 à 20 secondes, voire même à l'aide d'une formule. Donc, ce n'est vraiment pas reproductible d'un effort qui dure plusieurs minutes, voire plusieurs heures. De là, je m'étais un petit peu renseigné. C'est vrai que j'avais trouvé notamment l'étude de Sonetti qui, lui, n'avait pas trouvé de réelle différence significative après entraînement des muscles respiratoires. Mais il y a eu en 2013 une revue systématique avec méta-analyse qui, eux, avaient bien conclu que l'entraînement des muscles respiratoires pouvait influencer la performance sportive. De là, j'ai commencé à me renseigner dans la littérature et j'ai été étonné de trouver beaucoup d'études portées sur l'IMT, donc le renforcement en force des muscles inspiratoires. Et je me suis dit que si on voulait être le plus proche possible des conditions sportives, il fallait plutôt les entraîner en endurance, puisque l'activité provoque donc des contractions répétitives d'intensité assez modérée, mais avec une fréquence quand même marquée. Et en plus, je ne comprenais pas pourquoi travailler uniquement les muscles inspiratoires, puisque la mécanique ventilatoire à l'effort fait intervenir les muscles expiratoires, qui sont notamment donc utiles pour évacuer le CO2, qui lui-même est lié donc à l'augmentation de la ventilation à l'effort. De là, je me suis plutôt renseigné sur des études portées sur le RMET, donc l'entraînement en endurance. Et en fait, concernant réellement la performance sportive, il y a peu de facteurs qui ont été analysés, si ce n'est que la VO2 max ou encore le temps de maintien d'une activité et une intensité donnée. Ce qui fait que moi ici, l'objectif était d'analyser d'autres choses, comme les seuils ventilatoires et le seuil maximal de l'effort, mais aussi la force musculaire, la récupération cardiaque et la récupération des sensations perçues lors de l'activité. Pour réaliser cela, donc, j'ai été dans un cabinet qui était spécialisé dans la passation d'épreuves d'effort au Grand-Duché du Luxembourg, où j'ai pu recruter 11 sujets qui étaient âgés de 18 à 39 ans et qui étaient âgés donc de 18 à 39 ans et qui pratiquaient la course à pied de une à deux fois par semaine. Une fois que je m'étais bien rassuré qu'ils comportaient bien, ils entraient bien en tout cas dans les critères d'inclusion et d'exclusion, on a pu passer à la première évaluation qui consistait d'abord en la prise de mesures de PI max et PE max au repos pour calculer la force musculaire respiratoire et ensuite une épreuve d'effort sur tapis avec une ergospirométrie afin de détecter donc les seuils ventilatoires, mais aussi le seuil à l'effort maximal. À ces seuils, on a analysé la ventilation, la consommation d'oxygène et la vitesse. Ensuite, c'est suivi une récupération active de 3 minutes à 4 km/h sur le tapis, où là, on a analysé plutôt la cinétique de récupération cardiaque, mais aussi des sensations liées à l'effort. Ensuite, les sujets ont été répartis en deux groupes, un groupe expérimental et un groupe témoin. Dans les deux groupes, ils ont continué donc leur entraînement habituel de course à pied, mais en plus de cela, le groupe expérimental a réalisé des séances d'hyperpnée normocapnie à l'aide du Spiro-Tiger, donc que vous pouvez voir ici à gauche de votre écran, qui est un appareil qui permet de travailler la musculature respiratoire tout en maintenant les niveaux de PO2 et PCO2 stables. On était parti sur un protocole de 8 semaines. Malheureusement, avec le Covid, on a dû faire un petit peu alléger tout ça et faire un protocole de 3 semaines, ce qui fait qu'on s'est basé sur plutôt un entraînement intensif, à savoir à chaque fois 2 jours consécutifs d'entraînement avec un seul jour de repos, puis encore 2 jours consécutifs, etc., avec à chaque fois des entraînements d'une demi-heure. Ensuite, au bout de 3 semaines, les sujets sont revenus réaliser la deuxième évaluation au cabinet, où nous avons donc réalisé la mesure des mêmes paramètres. Et ensuite, nous avons interprété les résultats et nous avons comparé entre eux via le test non paramétrique de Wilcoxon, qui convient donc pour un échantillon faible comme le nôtre. Au niveau du premier et deuxième seuil ventilatoire, on observe à chaque fois des résultats similaires dans le sens où le groupe expérimental, donc entraîné, a toujours été amélioré de manière significative, alors que le groupe témoin, lui, n'a jamais bien progressé. On peut voir ici que pour le premier seuil, la VO2 a été améliorée de 28%, tout comme la ventilation, et que pour la vitesse, elle a été améliorée de 15% et demi. Donc, le premier seuil ventilatoire arrivait en moyenne à 7,8 km/h de base, et après l'entraînement avec Spiro Tiger, il a pu être décalé à 9 km/h. Concernant le deuxième seuil, on a plus ou moins des résultats semblables avec donc 14% de progrès en VO2 et 30% de ventilation en progrès, alors que la vitesse, elle a été aussi augmentée de 15,6%. Donc, on peut voir ici, à la base, la vitesse d'atteinte pour le deuxième seuil ventilatoire était de 10,9 km/h et a pu, après RMET, passer à 12,6. Au niveau de l'effort maximal, même si on observe une différence clinique de 2% pour le groupe expérimental et aucune pour le témoin,
les pourcentages assez faibles ne nous permettent pas de conclure qu'il y a bien eu une amélioration significative avec cet entraînement. Par contre, la ventilation ayant progressé de 7% à l'effort maximal, elle, a été significative, tout comme la vitesse, mais on se rend compte que le groupe témoin aussi a amélioré de manière significative. Donc, ça ne prouve pas que c'est le RMET qui a réellement amélioré la vitesse maximale, ça viendrait d'un autre paramètre, surtout que le groupe témoin améliore quand même plus. Mais on reviendra sur ce paramètre un peu plus tard. Au niveau de la force musculaire, que ce soit tant en PI max que PE max, on observe de beaux progrès, respectifs de 11% et de 27%. Et la récupération, on a aussi un beau pourcentage d'amélioration au niveau de la récupération cardiaque, puisqu'on a plus de 32% d'amélioration. Et au niveau des sensations liées à l'effort, aussi une récupération meilleure de 18%. Donc, l'analyse de nos différents paramètres au seuil ventilatoire a pu nous dire qu'il y avait bien un retard d'apparition de ces seuils plus tardifs, permettant donc au sujet d'être plus endurant, plus performant et plus résistant à des intensités même plus élevées. Il n'y a pas eu de changement significatif de la VO2 max, tout comme Boutelier et Amonette l'avaient constaté dans leurs études. Et la vitesse maximale, elle n'a pas pu être objectivée. Le fait d'avoir donc des résultats assez étranges avec le groupe témoin qui progresse mieux pourrait s'expliquer de deux manières. Premièrement, parce que le groupe, en tout cas, donc il n'y a pas eu de test d'habituation avant, ce qui fait que les sujets auraient pu être plus à l'aise à courir la deuxième fois sur le tapis, puisqu'il faut savoir que quand on court une première fois sur un tapis à des vitesses basses, ça va, mais à des vitesses élevées, ça demande quand même une certaine technique, et donc il faut quand même être en confiance et être aussi habitué. La deuxième aussi hypothèse qui a provoqué donc ces résultats est le fait qu'il y avait un panneau d'affichage indiquant la vitesse sur le tapis. Donc les sujets à la première évaluation connaissaient leur vitesse d'arrêt, connaissaient leur vitesse maximale et étaient tout simplement motivés à la dépasser lors de la seconde évaluation. Après, au niveau de la ventilation à l'effort maximal, elle a été améliorée, pouvant signifier donc qu'il y a eu un retard d'apparition de la fatigue musculatoire au niveau donc qui a permis donc une amélioration de la mécanique ventilatoire à l'effort. Verge avait plus ou moins constaté la même chose en 2009. Lui, après aussi un entraînement sur le Spiro Tiger, s'était rendu compte qu'il y avait eu une adaptation musculaire qui avait augmenté les capacités à réaliser une hyperpnée de manière intensive. Après, au niveau des forces musculaires, donc que ce soit tant pour la PI max que la PE max, elles ont été améliorées. La récupération aussi cardiaque, tant aussi que pour les récupérations des sensations liées à l'effort. On pouvait un peu s'en douter pour les sensations, puisque Wittrucht, en 2013, avait constaté que la fatigue musculaire respiratoire provoquait bien une augmentation de la perception à l'effort. Alors, évidemment, cette étude aurait pu être améliorée, notamment avec un échantillon plus important pour avoir un poids statistique un peu plus fiable, et aussi sur une durée plus longue. Comme je vous l'ai dit, on était parti sur 8 semaines, malheureusement, on n'a pu en faire que 3. Ça s'est ressenti dans nos statistiques, puisque si on prend uniquement le groupe expérimental, on se rend compte qu'il a amélioré de manière significative, tout comme si on prend la comparaison d'évolution entre les deux groupes. Seulement, le problème, c'est que si on prend juste les deux groupes ensemble à la fin de l'évaluation, donc à la deuxième évaluation, il n'y a pas de réelle différence significative. Ce qui fait que le RMET provoque bien des améliorations, mais pas assez, en tout cas sur 3 semaines, pour avoir réellement une différence marquée entre deux groupes. Après, réaliser un test d'habituation sur tapis et aussi masquer toutes les informations au sujet pour mieux objectiver la vitesse maximale aurait été aussi intéressant, tout comme inclure un groupe placebo pour voir un petit peu le poids psychologique que pourrait aussi apporter cela à nos tests d'effort. Donc, en conclusion, le RMET permet bien un retard d'apparition d'essais ventilatoires sans pour autant modifier la VO2 max, mais c'est à savoir que voilà, nous, on avait fait une durée de 3 semaines et les études dont j'ai cité, qui étaient Amonette et Boutelier, eux, faisaient un protocole de 4 semaines, ce qui reste encore assez court. Et donc, peut-être que sur le long terme, la VO2 max pourrait varier. Par contre, la vitesse, elle, n'a pas pu être objectivée au niveau donc, de l'effort maximal, mais la ventilation, elle, oui. La récupération et les forces musculaires ont bien été améliorées. Comme je vous dis, 3 semaines, c'est quand même un petit peu short et ce serait bien de refaire un protocole donc, sur une durée plus longue. Et une étude sur IMT serait aussi intéressant, comme ça, avec le même protocole, on pourrait vraiment comparer la différence de gain entre ces deux techniques. Si en tout cas, j'aimerais bien vous faire passer ici un message, c'est que la kinésithérapie respiratoire dans le sport a vraiment son impact et a sa place là-dedans, qu'on pourrait intégrer du coup des séances de RMET avant ou après notre séance avec notre patient en rééducation, pendant que nous on s'occupe de quelqu'un d'autre, ce qui permettrait au final donc à l'athlète de limiter les pertes de performance liées à l'arrêt de l'activité, mais aussi donc une reprise sportive dans de meilleures conditions physiques, sans oublier que s'il continue donc à s'entraîner sur le côté bien après dans son return to performance, ce serait un plus aussi pour lui pour augmenter ses capacités sur le long terme. Voilà. Merci beaucoup de votre attention.